Salam alaikum, Azulfelaouen, bonsoir. Démentiel, surréaliste, la sortie du guide suprême de la nation, Ahmed Gaïd Saleh, vrai chef de l'État et accessoirement de l'état-major de l'AMP, a prononcé un discours ce lundi de septembre à partir de la 4e région militaire à Ouargla, où il affirme qu'il serait opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante, affirme Gaïd Saleh. Alors que celui qui est censé de convoquer le corps électoral, qui est Ben Saleh, est illégitime. Les Algériens n'ont cessé de scander depuis plus de 7 mois « Makash intikhabat ma'al isabat » marhala intiqaliya, machi marhala intikhabiya. Ce n'est pas la première fois que Ahmed Gaïd Saleh insiste sur l'urgence de l'organisation des élections présidentielles, coûte que coûte, et dans les plus brefs délais. Et il est aisé de comprendre cette préoccupation du guide de la nation. Tout le reste n'a aucune importance pour lui. Seule l'élection présidentielle prime. Dans son discours, le chef de l'état-major a tenu à saluer encore une fois les efforts fournis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue, dont il valorise les résultats encourageants qu'elle a obtenus en si peu de temps sur la voie du dialogue sérieux, constructif et objectif. Alors que le panel de Karim Younes n'a pas pu tenir la rencontre avec le public hier à la Maison de la Culture de Chlef et aujourd'hui à Guelma. Les contestataires ont fait éruption dans une salle pratiquement vide, car les représentants du panel auraient rebroussé chemin bien avant, en apprenant la vive opposition de citoyens à leur venue. Ces derniers étaient visiblement déterminés à faire avorter cette rencontre, qu'ils jugent qu'elle est à l'opposé des aspirations et revendications du peuple algérien. Le Hirak était unanime à rejeter le dialogue du panel. Mais pas de dialogue avec les bandes. Souvenons-nous, il s'agit de la même position exprimée du temps où le chef de l'armée était le soutien indéfectible du régime Bouteflika et son protecteur en chef, avant d'opérer une volte-face à 180 degrés et d'entamer une véritable purge, entre autres au sein des piliers du système qu'il a si ardemment défendu. En attendant, Gaïd Saleh persiste et signe. Rappelons au passage que ces vieilles positions, il n'y est plus question de perdre davantage de temps, car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Aujourd'hui, le face-à-face avec la rue est aussi palpable que patent. Le général Ahmed Gaïd Saleh est seul contre la rue. Jusqu'où ira le chef de l'état-major dans son acharnement à bloquer la voie à une vraie transition politique et dans sa volonté de maintenir le système en place contre la volonté populaire.
Gaïd Saleh défie le peuple. Tel est le titre de notre émission aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau M. Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques. M. Hassan Hiresh, bonsoir. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tes invités qui sont au téléphone. Merci. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, par téléphone depuis Alger. Monsieur Sofiane Djilali, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, aux téléspectateurs et bien sûr à vos invités avec M. Hassan Hiresh, à qui je fais mes amitiés. Merci. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, bonsoir Nassar, bonsoir pour les invités, Hassan et Djilali. Bonsoir Karim. Merci Karim. On a aussi depuis le Canada M. Adel Jabbar, observateur politique, est avec nous par Skype. M. Adel Jabbar, Massa al-Khir, bonsoir. Monsieur Annour, bonsoir à tout le monde, à vos invités, aux téléspectateurs de Maghrébia et à tout le peuple algérien. Très bien. Donc, on commencera notre émission, une nouvelle sortie de Gaïd Saleh depuis la 4e région militaire à Ouargla, où il insiste sur l'élection présidentielle et il donne même une date. Monsieur Hiresh, alors, comment juger cette sortie de Gaïd Saleh qui donne une date, donc il veut convoquer, il suggère donc de convoquer le corps électoral le 15 septembre, ce qui donnera 90 jours, ça veut dire on aura une élection à la fin de l'année 2019. Il n'y a absolument rien de surprenant de la part de Gaïd Saleh. On sait très bien que depuis le 5e mandat, il continue d'usurper les fonctions qui ne sont pas les siennes. En l'occurrence, là, il joue le rôle de président de la République et il met complètement en marge celui qui devrait normalement parler des élections, à savoir Ben Salah. Donc, on voit très bien... Beaucoup d'Algériens voient en lui qu'il est illégitime. Ils sont illégitimes tous les deux, enfin pas seulement d'ailleurs, tout le pouvoir actuel est illégitime parce que de toute façon, non seulement il y a l'illégitimité historique qui date de 1962, en passant par évidemment les différents coups d'État. Le dernier en date évidemment, c'est celui de 99, l'arrivée de Bouteflika, sans compter celui orchestré contre Bouteflika lui-même par ce Gaïd Saleh justement. Donc, en fait, il y a usurpation de fonction de la part du général-major qui a été désigné comme général-major et comme chef d'état-major par Bouteflika lui-même. Donc, on voit très bien ici qu'il y a une maldonne, et ce n'est pas du tout congruent, à savoir que la seule légitimité dont dispose Gaïd Saleh, c'est celle conférée par le président déchu. Donc, on voit très bien que c'est le chef d'état-major qui s'impose comme maître des horloges, qui veut absolument imposer un agenda politique à la vie politique algérienne, c'est-à-dire aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, au peuple algérien. Et il impose donc déjà une date, donc à partir du 15 septembre, convoquer le corps électoral. Donc en fait, il est en train de reproduire exactement le même scénario que celui du 4 juillet. Il aura la même gifle que celle qu'il a reçue le 4 juillet. Très bien. C'est-à-dire que le peuple algérien, évidemment, n'est pas dupe et il va se mobiliser, va le démontrer vendredi prochain. Et demain, mais aussi demain, les étudiants, ils vont lui dire qu'ils n'acceptent pas un fait accompli. Ils n'acceptent plus les coups d'État. Ils n'acceptent plus, justement, les dictats. Les dictats que nous avons vécus depuis 1962 à ce jour.
Très bien. Sofiane Djilali, le peuple algérien n'est pas dupe, dit Hassan Hirash. Le peuple algérien a fait avorter 2 élections, celle du 18 avril et celle du 4 juillet. Pourquoi le chef d'état-major s'entête à aller à des élections qui sont refusées par le peuple algérien? Oui, encore une fois, bonsoir. Et pour Karim Tabou aussi, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Il est évident que le chef d'état-major montre un peu ses muscles et veut imposer une feuille de route sans prendre le temps de créer un consensus. Ce comportement nous paraît d'autant plus étonnant que la société politique, ou au moins en partie d'entre elles, commençait à discuter sur des solutions consensuelles. Or, cette façon de faire, à l'évidence, ne portera pas ses fruits. Je pense que le chef d'état-major est dans une logique d'un militaire qui donne des instructions à ses troupes. Il n'est pas dans la logique d'un homme politique et un homme d'État qui, avec compétence, crée un consensus et un rassemblement du peuple. De toute façon, erreur après erreur, il est évident qu'il y a une perte de crédibilité importante. Mais en même temps, le pays est en train de souffrir. Perte de crédibilité, c'est Sofiane, mais aussi perte de temps. Les Algériens n'ont pas cessé, depuis le 22 février, de dire que les choses ne seront plus comme avant. Absolument, il y a une perte de temps puisque le pays s'enfonce de plus en plus dans la crise, il y a une forme de pourrissement, les extrêmes deviennent plus fortes, les gens se radicalisent, l'incompréhension s'installe, la crispation est là. Cela fait plusieurs semaines que j'attirais l'attention à travers les médias et en particulier à travers la télévision d'Al Maghribiya pour dire attention, nous allons vers des crispations et qu'il y a une sourde inquiétude maintenant qui devient à l'évidence beaucoup plus menaçante. Voilà, au lieu d'aller vers la recherche d'un consensus, vers un accord général, vers le rassemblement de la nation, et elle en a besoin, aujourd'hui le pouvoir pousse pour passer en force avec une feuille de route à l'évidence qui ne fait pas encore consensus. Qui ne fait pas encore consensus. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Karim Tabou, quelle est votre lecture donc, par rapport à cette dernière sortie de Gaïd Saleh, qui est à la veille de la 28e manifestation, sortie des étudiants, des Algériens? Ça fait plus de 6 mois qu'ils ont dit que Makash Intikhabat Ma'al Isabat, qu'ils ne veulent plus parler d'élections, qu'ils veulent une vraie période de transition. Mais là, le Gaïd Saleh, il insiste et persiste qu'il y a que sa feuille de route, si une feuille de route, elle existe. Merci Nassar. En tout cas, moi également, je considère que le discours il est en cohérence avec sa démarche depuis le début. Plusieurs fois, nous avons entendu des hommes politiques qualifier la situation qui, avant le départ de Bouteflika, qu'il y avait des forces extra-constitutionnelles qui exerçaient le pouvoir, donc qui tenaient le sceau de la République, le cachet de la République, ils faisaient les usages en dehors de tout contrôle. Aujourd'hui, on est encore dans une situation pire. Nous sommes non seulement avec une force extra-constitutionnelle, nous sommes devant une situation où quelqu'un exerce la totalité du pouvoir et il se donne même le droit de convoquer le chef de l'État pour lui préparer au fait la cérémonie de la désignation du caporal qui va faire office de chef de l'État, selon, bien sûr, la vision du chef d'état-major. Il veut tout simplement avoir un président, entre guillemets, à sa guise, comme il le souhaite,
Il a fait déjà un descriptif du président tel qu'il le souhaite, mais également, je remarque qu'il a essayé d'anticiper sur une rentrée sociale qui va être très mouvementée, et cela, contrairement à ce qu'on peut penser de son discours comme étant un discours fort de puissance, etc., c'est tout le contraire de mon point de vue. Nous avons en face un chef d'état-major qui sait très bien qu'il n'arrive plus à fixer les conditions, les règles du jeu, en tout cas dans la rue. Et il pense que le message, la menace et l'usage de la violence verbale pouvait lui donner des pouvoirs supplémentaires. Mais en tout cas, la réalité du terrain est tout autre. Le peuple algérien est décidé de mener cette bataille, ce combat pour l'avènement de la démocratie. Il sait très bien qu'il y a encore des forces dans le pouvoir qui vont faire tous les usages possibles de la loi quand ils considèrent que la loi peut les servir, de la force quand ils considèrent que la force peut les servir, de la manipulation. Il y a quand même un détail qui montre bien quelle conception a le chef d'état-major de la politique, mais surtout de la crise que vit le pays. Lorsqu'il considère que ceux qui contestent la tenue des élections, qui sont en train de protester, qui sont en train de manifester, qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils soient tous ces intellectuels qui sont en train d'écrire, de faire des réflexions, etc., il les qualifie de minorité. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas eu un exercice plein de liberté, une compétition démocratique pour déterminer qui est majorité, qui est minorité. Et dans sa conception, il continue de considérer que c'est le FLN qui est la majorité, c'est le RND qui est la majorité. Donc il est dans la conception de l'Aïsaba de la politique. Il est dans les schémas anciens. Il n'arrive pas à se soustraire à la logique qui a prévalu pendant de longues années, des décennies, mais surtout à se soustraire de cette logique-là imposée depuis 20 années, dans laquelle il considère que le peuple n'existe pas. Bouteflika, pendant 20 ans, il a considéré que le peuple algérien n'existe pas et que c'était lui le chef suprême. Il a partagé le pouvoir dans des logiques de corruption avec tous les compartiments du pouvoir. Et aujourd'hui, le chef de l'état-major veut tout simplement faire de ce pays une immense caserne. Très bien. Et il veut la soumettre à ses ordres. Très bien, reste avec nous Karim Tabou. Adel Djebbar, depuis le Canada. Donc, encore une fois, El Gaïd Saleh qui fait un discours depuis la caserne. Il parle de l'économie, il parle de la rentrée sociale, il parle des élections présidentielles. C'est un expert hors norme. Il parle de tout, pas seulement de l'armée. Et il dit que les élections qui représentent un rendez-vous d'importance dans l'histoire de l'Algérie qui apportera davantage de progrès sur la voie de l'instauration de l'État de droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais souhaité qu'ils nous le disent oralement sans feuille. Au moment où M. Karim Tabou et M. Sofiane Gilali parlaient, vous passiez en boucle une image qui m'a fasciné. Je voyais le général-major, ou général de corps d'armée, je ne sais plus quel grade il a, inspecter un dortoir dans une caserne de l'armée et s'attarder très longuement sur les explications savantes que lui donnait une femme officier ou stagiaire sur la complexité d'un lit double. Là, je m'arrête pour ne pas aller plus loin. Ce monsieur-là me rappelle étrangement les années 70 où un certain adjudant Khelfa faisait la pluie et le beau temps. C'était l'homme le plus puissant du MDN parce que c'était lui qui nous envoyait les convocations pour aller au service national et il avait droit de vie et de mort sur n'importe quel candidat au service. Donc cet adjudant-là était l'homme le plus omnipotent du MDN. Aujourd'hui, Gaïd Saleh est dans ce rôle-là
sauf qu'il a un grade de général de corps d'armée. Il convoque le corps électoral alors que c'est anticonstitutionnel, c'est contraire à la loi, c'est de la folie, c'est de la démence. Et puis, qu'est-ce qu'il espère, ce monsieur-là? De lancer des défis perpétuels au peuple algérien. Il oublie une chose, c'est que si en 70, c'est nous qui allions à la caserne taper pour faire notre service national, aujourd'hui, le peuple algérien n'ira pas taper dans ses casernes. Il peut organiser ses élections dans ses garnisons, mais il oublie. Et il faudrait qu'il le comprenne définitivement que l'Algérie des 2,3 millions de kilomètres carrés, un peu plus, n'est pas une caserne. Le peuple n'est pas un peuple de militaires ou de soldats soumis au diktat de ce monsieur-là. Le peuple algérien, quand il est sorti dans la rue le 22 février, il est sorti pour exiger la rupture définitive avec le système dictatorial de Bouteflika, la tyrannie de Bouteflika, et demander non pas une dictature comme transition, mais une transition démocratique. Ce monsieur-là semble n'a pas avoir compris. Il oublie une chose, c'est que la tyrannie et la dictature s'arrêtent d'elles-mêmes quand il n'y a plus personne pour les servir. Et le peuple algérien n'est plus aujourd'hui en mesure d'écouter ce monsieur-là, ni ses acolytes, ni de se soumettre à ses dictats. Il n'est rien, ce monsieur-là. Il gère des soldats qu'il continue dans son rôle. En principe, il n'a même pas à le faire, puisqu'il devrait être à la retraite depuis très fort longtemps pour laisser la place à des officiers supérieurs 1000 fois plus brillants, 1000 fois plus compétents que lui. Mais malheureusement, on est dans un pays où Kafka lui-même retournerait à la maternelle. Tant d'absurdités, je n'ai jamais vu ça. Il oublie une chose, c'est que dans les démocraties, déposer un bulletin de vote, c'est une expression mesurable de la citoyenneté. Dans une dictature, déposer un bulletin de vote, c'est ouvrir les portes de l'enfer. Le peuple algérien n'a pas envie de vivre l'enfer. C'est 57 ans, comme j'ai tout le temps dit. Barakat, c'est fini, c'est terminé. Ce monsieur-là, je vous assure, il me rappelle une chose. Les téléséries américaines du braqueur de banque qui vole et qui prend l'autoroute en espérant s'enfuir et terminer sa cavale en sécurité. Il oublie qu'il est cerné par 43 millions d'Algériens qui lui disent, quel que soit ce que tu fais, tu n'iras pas loin. Restez avec nous, Adel Jabbar, restez avec nous. On essaiera d'écouter un peu un passage donc, de ce discours dans cette vidéo, le discours de Gaïd Saleh. سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في تحضير الإجراء انتخابات رئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وها أن اليوم أؤكد على أننا انطلاقا من مهامنا وصلاحيتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الأجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. وفي هذا الإطار وإذا ينوه مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ويشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء. فلا يفوتني أن نجدد الدعوة لموضي قدم بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المساعي الملحة متمثل في التسريع في تنظيم انتخابات رئاسية لا سيما في خلال تنصيب العاجل، أقول تنصيب العاجل الهيئة الوطنية المستقلة للتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض
بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقت طويل. السياق والإفشال الرهان العصابة وعملائها على تشويه على الدخول المدرسي المقبل من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ أوليائهم. تواصل الجهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح. Donc ça, c'était une partie du discours de Gaïd Salah aujourd'hui à Ouargla, depuis la caserne. Hassan Hirsch, il insiste donc sur cette élection présidentielle. Il parle de Hissaba, mais le même discours a été fait le 22 janvier par Gaïd Salah, qui assurait la sécurité des élections qui était prévue, donc ce 5e mandat qui était prévu le 18 avril. Pourquoi il va à l'encontre de cette volonté populaire? C'est très simple. D'abord, je vais relever un point qui me semble extrêmement important, c'est le ton. Le ton qu'utilise le général, c'est le ton d'une oraison funèbre. On a l'impression qu'on est dans un cimetière et qu'il est en train d'enterrer l'ancien système. Le système militarisé depuis l'assassinat d'Abban Ramadan, en passant évidemment par la confiscation du pouvoir par l'armée des frontières en 1962 et qui, jusqu'à maintenant, détient le pouvoir. Donc le ton qu'il utilise, moi j'entendais un imam dans un cimetière. Et ça me rappelle tout simplement la possibilité d'enterrer enfin ce système-là qui est en place et qui veut se régénérer, qui veut reproduire un scénario, mais un scénario évidemment totalement obsolète. Donc pourquoi il se contredit? Ce n'est pas la première fois. Il se contredit déjà en disant qu'il ne s'occupe pas de politique, que l'armée ne s'occupe pas de politique, que l'état-major ne s'occupe pas de politique. Et que l'armée accompagnait le peuple dans sa révolution, alors qu'il faisait le contraire jusque-là. Pour le moment, non seulement il n'accompagne pas le peuple, mais il n'accompagne même pas les hommes des institutions, lors même qu'elles sont illégitimes, à savoir, il n'accompagne ni le président en titre, à savoir Ben Salah, ni le chef du gouvernement, à savoir Bedoui, ni le Parlement. Il n'accompagne aucune institution. C'est-à-dire qu'il est là à parler, bien évidemment, au nom de l'état-major, mais sans le dire, il est là en tant que vice-ministre d'un gouvernement qui est totalement illégitime puisque la Constitution n'a plus de validité depuis le 9 juillet dernier. Donc on assiste à quoi? Il veut des élections, c'est une manière de dire ça y est, j'ai hésité, je vous ai fait un certain nombre de propositions, on a joué au chat et à la souris, moi je vous fais un certain nombre de discours de langue de bois, vous êtes sortis dans la rue, maintenant ça y est, j'ai trouvé mon président. Il va falloir qu'aujourd'hui, peuple algérien, venez voter. Je vais vous dire qui sera élu. Je vais vous annoncer bientôt les résultats. C'est ça, en fait, le discours de Gaïd Salah aujourd'hui. Parce que des élections aujourd'hui, quelles sont les forces en présence? Nous avons d'un côté la Hissaba, avec le FLN, le RND, qui ont des milliards. C'est pour ça, c'est un petit peu le malentendu avec mon ami Sofiane Djilali, que je respecte beaucoup, que je sais que c'est un grand militant. Mais quand il dit qu'il suffit que le FLN change de sigle, ce n'est évidemment pas suffisant. Moi, si j'étais à leur place, je dirais, à partir d'aujourd'hui, on va s'appeler par exemple Force nationale de liberté, des libertés, etc. etc. Et je garde les milliards, je garde l'immobilier, je garde toutes les permanences dans toutes les communes. Les kasma, je garde l'argent, les devises, je garde les véhicules, je garde ce que j'ai à l'étranger, je garde les soutiens en Arabie Saoudite, en Russie, etc., dans certaines puissances.
je garde la corruption, je garde les réseaux, je garde les walis, je garde les sous-walis, je garde etc., etc., etc. Le FLN, le RND, ils ont tout. Dans la configuration actuelle, même des élections libres, transparentes, le RND et le FLN l'emporteraient. Parce que les forces en présence, c'est eux, avec encore une fois tous les milliards dont ils disposent, tous les moyens dont ils disposent, tous les appuis dont ils disposent, y compris dans l'armée, dans la police, dans l'administration, etc., dans la justice. Et puis de l'autre côté, des petits partis comme Jil Jadid, comme le FFS, comme le RCD, comme l'UCP, comme le MDS, etc., qui n'ont absolument rien, qui vont être balayés d'un revers de main. Donc Gaïd Salah aujourd'hui, je rajoute juste ça, il est en train de dire tout simplement d'appeler le peuple à des élections factices, à de fausses élections, parce que nous sommes dans une configuration de fraude électorale que nous avons connue, pas seulement depuis 1962, mais depuis la colonisation. On a reproduit exactement le même système, les mêmes institutions, les mêmes pratiques, la même corruption, la même tricherie. Très bien. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ce que demande le peuple Nassar, ce que demande le peuple algérien, et tous les vendredis, tous les mardis, nous voulons un état de droit, nous voulons tout simplement des institutions civiles et non pas militaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système militaire puisque c'est le général-major qui est en train de régler les horloges de la vie politique algérienne. Très bien, très bien. Restez avec nous, Hassan Hirash. Sofiane Djilali, je reviens à vous. Sofiane Djilali, il a encore salué Ahmed Gaïd Saleh dans son discours, le travail que fait Karim Younes avec son panel. C'est tout à fait le contraire, alors que les Algériens l'ont montré hier à Chlef, à plusieurs villes, aujourd'hui à Guelma. Ils n'ont pas laissé cette instance de se réunir dans les bureaux qui étaient prévus. Est-ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre qu'on ne pourra jamais avoir d'élection dans ce climat? Permettez-moi juste de préciser, pour des obligations, je serai malheureusement à la fin de mon intervention obligé de vous quitter. Donc voilà, je prendrai le temps de répondre. Je souhaiterais ensuite répondre peut-être à mon ami Hassan Hirash sur le FLN pour préciser ma pensée. Quant à votre question, Sénateur, je pense que le panel aujourd'hui du dialogue n'a plus aucune assise ni possibilité réelle d'aller de l'avant. Le pouvoir ne lui a pas donné le crédit dont il avait besoin. Dès le départ, Karim Younes avait soutenu l'idée de prendre un certain nombre de mesures d'apaisement, parmi lesquelles la libération des jeunes pour avoir porté l'emblème Amazigh en particulier, certains anciens moudjahidines, dont bien sûr Bourga'a, mais aussi le général Belhadid. Sofiane Djilali? Sofiane Djilali, est-ce qu'il est avec nous, Sofiane Djilali? Je pense qu'on l'a perdu. Je reviendrai à Karim Tabou, espérons d'avoir Sofiane Djilali encore une fois. Karim Tabou, la même question pour vous, Karim Tabou, concernant donc ce panel. Les Algériens sont très clairs, ils sont contre ce dialogue qu'ils pensent qu'il est monologue, qu'il se fait entre le système lui-même. On l'a vu hier, les réactions des Algériens, des citoyens à Chlef et aujourd'hui à Guelma. Et Gaïd Saleh, il nous sort, il nous dit qu'il salue ce dialogue et qu'il était dans le bon sens et que c'était la volonté populaire. Vous savez, deux indices montrent bien qu'on n'est ni dans la Constitution, ni dans le respect d'une quelconque norme
de prise de décision dans ce qui se passe dans le pays. D'abord, je salue Hassan. Je suis entièrement d'accord avec son analyse, ce qu'il vient de dire. Je rajoute, à titre de complément, au-delà du fait qu'il y a les forces en présence sur le terrain et qui sont à tous les niveaux les démembrements de l'Aïsaba, à tous les niveaux, qu'ils soient dans l'administration, dans les communes, etc. Mais il y a également un jeu sournois qui se déroule actuellement sous, soi-disant, l'apparence d'un discours par lequel on veut dire que l'actuel ministre de la Justice veut mener une lutte contre la corruption et qui va descendre jusqu'au niveau des APC, mais le message politique est tout autre. Les présidents d'APC, FLN, RND et qui constituent la majorité sont aujourd'hui sous peine d'être envoyés à l'Harraj, mis en demeure de tout faire pour trafiquer les élections, les prochaines élections. Et le Gaïd Salah, d'ailleurs, il mise tellement sur ça qu'il te laissera la latitude de mettre en place toutes les commissions que tu veux. Dès lors qu'il a la base sociale, qu'il a l'Aïsaba, qu'il a les moyens, mais surtout l'administration locale qui assure la couverture nationale du territoire est mise en demeure politiquement d'appliquer à la lettre ces instructions sous peine de te voir accusé de corruption, donc devoir se constituer des dossiers. Donc, vous savez, il y a, mis à part quelques présidents d'APC issus de certains partis d'opposition, et d'ailleurs, même ceux-là, quand ils déclarent qu'ils ne sont pas disposés à organiser les élections, ils sont vite repérés et on les présente comme étant une minorité issue d'une région et on exploite même cela politiquement pour dire voilà, vous voyez très bien que c'est cette région qui est en train de nous faire des problèmes. Donc, le sujet est une pratique sournoise de corruption d'une manière sophistiquée à l'effet d'aller vers une élection où finalement c'est celui qui fixe la date de la convocation du corps électoral qui est le grand électeur et celui qui décide de qui va être président de la République. Deuxième élément qui me semble important, Nassar, excuse-moi de prendre 2 minutes de plus, c'est qu'au même moment où on nous parle dans ces discours de nécessité de respecter la loi, de respecter la Constitution, de respecter les délais, on ne se rend pas compte qu'il y a une commission qu'on appelle panel qui est mise en place en vertu d'aucune loi, qui agit selon des pouvoirs qui ne sont fixés dans aucune loi, qui a commencé par être une commission et finalement c'est devenu un parti politique, qui rassemble tous les partis politiques affiliés à l'Aïsaba, qui dispose de tous les moyens de l'État, qui a le droit de mettre en place des permanences dans toutes les wilayas. Elle passe du discours politique aux modalités techniques d'élection. Au fait, cette commission qui a tous les pouvoirs en vertu d'aucune loi. C'est le cas de le dire, on est dans les forces hors la loi, en dehors de la loi, anticonstitutionnelles, même si on sait très bien que la Constitution, c'est la Constitution de Bouteflika, il est illégitime, il n'a pas été rédigé par le peuple algérien, mais la situation que nous vivons est inédite. Il est pire qu'en 63, lorsque la Constitution a été élaborée dans une salle de cinéma. Il est pire que la Charte nationale qui fut
rédigé dans le cadre du parti unique. Il est pire que toutes les situations qu'on a connues. On a un chef d'état-major qui donne des instructions et on a un panel qui n'a pas de mission définie, qui n'a pas de territoire défini, Très bien. mais qui se donne le droit de servir d'habillage politique à une stratégie de la partie qui reste de l'Aïsaba, qui est en train de se restructurer. Et d'ailleurs, vous voyez très bien Karim Younes, lorsqu'il a posé quelques conditions, très vite il a été rappelé à l'ordre en lui disant non, c'est pas comme ça. Et puis également, il a osé dire que les partis, les anciens partis de la coalition ne feraient pas partie des partis à consulter. Eh bien, on a exigé des chaînes de télévision d'organiser des émissions spécialement pour le secrétaire général du FLN. Et dans les prochains jours, vous allez voir des émissions qui vont être spécialement organisées pour l'actuel secrétaire général du RND. À l'effet d'aboutir à quoi? À l'effet d'aboutir à la mise en place d'une nouvelle Aïsaba, avec l'ancienne Aïsaba, mais avec de nouvelles figures, dans une démarche qui n'obéit à aucune loi, qui n'a aucun ancrage juridique, et dont l'aboutissement est de spolier ou de prendre une légitimité non méritée, une couverture politique non méritée, puisque tout le peuple algérien refuse ce processus. Très bien, restez avec nous, Karim Tabou. Adel Jabbar, je reviens à vous. Adel Jabbar, Karim Tabou parle d'une situation inédite que vit le pays, mais aussi c'est une situation inédite par rapport à cette révolution historique depuis le 22 février. Est-ce que vous pensez que les Algériens on peut leur imposer un président et peuvent accepter des élections comme les élections qu'on a vues toutes ces années, depuis 1962? Les Algériens sont très clairs, très rationnels et très sûrs de ce qu'ils font depuis le 22 février. Ils sont en train de dire chaque semaine, pas de l'intikhabat ma l'Aïsabat, ma كانش الفوت مع أصحاب الكاسكروت. Ce monsieur-là est dans son rôle, il se protège. Ce chef d'état-major-là, à la tête d'un quarteron de généraux qui sont avec lui, sont en train de défier tout un peuple. Ils sont en train de vouloir protéger leur peau et leur régime, au lieu de protéger un pays. Cette oligarchie militaire-là n'est pas une armée pour le pays, c'est une armée pour eux-mêmes. On a vu les frasques, on a vu les fraudes, on a vu les vols, les détournements et les fins tragiques de généraux dont certains ont prononcé leur sacralité. C'était presque des demi-dieux, ils avaient droit de vie et de mort. Ils ont terminé où? Les gens qu'on nous présentait comme étant des chefs d'État, ils sont où? C'est des délinquants qui sont en prison. Ceux qui sont en train de pousser les portillons pour aller vers des élections, ce ne sont que des opportunistes, des affairistes, des hommes véreux du système, sous la bannière de ce chef de Aïsaba, parce que c'est lui en réalité le grand boss de la Aïsaba, pour aller remplacer des délinquants qui sont en prison. Il veut perpétuer un système, il veut perpétuer un régime. Ce monsieur-là n'a rien compris. Et les gens qui le conseillent n'ont rien compris. C'est que le monde a changé. Aujourd'hui, le monde des idées est en plein bouleversement. Il est aux prises avec des débats qui ne connaissent ni frontières ni géographie. Un petit jeune de 20 ans aujourd'hui, dans le confort de sa maison, avec son computer, il voyage à travers le temps, à travers la géographie, il s'informe, il lit, il écoute, il apprend et il acquiert les compétences civiques qui font de lui un citoyen. C'est ce que n'ont pas compris ces gens-là qui sont dans l'horloge biologique est encore coincée aux années de plan à la guerre froide. Ce monsieur-là, à la limite, ses discours constituent du kérosène pour la révolution.
À chaque fois qu'il parle, il met encore, il remplit le réservoir à kérosène. Et vous allez voir la réplique de demain et de vendredi, et de tous les vendredis, jusqu'à l'effondrement définitif de ce régime dictatorial. Les Algériens ne peuvent plus composer avec la dictature. Ils n'acceptent plus la dictature. Ils ne l'accepteront jamais. Je commencerai par moi-même. Je suis en train de vivre le dernier virage de ma vie. Je ne souhaiterais pas qu'un général m'impose son pouvoir. Je veux que le pouvoir appartienne à la loi. Je veux qu'il y ait une loi qui régit les Algériens et le peuple algérien et l'Algérie. Je ne veux pas subir les... Voilà. Restez avec Nouad El-Djebbar, je reviendrai à vous. Je m'excuse. Je pense qu'on a... Sofiane Djilali est de retour. Il n'a pas beaucoup de temps, il m'a dit. Sofiane Djilali, vous m'entendez? Oui, je suis avec vous. Très bien. Marhaba bik, une deuxième fois, c'est Sofiane. Donc, vous avez commencé à développer votre idée. Si vous voulez continuer. Oui, je parlais sur le panel. Je ne sais pas à quel moment j'ai été interrompu, mais pour l'essentiel. Il y avait au départ, on avait le sentiment en tout cas, qu'il y avait une projection, qu'il y avait une stratégie de sortie de crise, il y avait une volonté d'associer l'opposition en général, mais au fil du temps, on s'aperçoit que très vite, au final, le pouvoir s'est crispé et on a l'impression qu'il a envie très vite de régler le problème tel qu'il l'entend, selon ses propres données et de passer à autre chose. Et ça, ce n'est absolument pas ce que nous voulons pour le pays. L'Algérie est un pays important, qui est lourd, les problèmes sont complexes et il ne s'agit pas de vite réagir au pied levé comme ça et de se donner un président et on ne sait pas trop comment aborder cette question-là. Donc, mais c'est Sofiane. Les Algériens vous diront que ce régime n'avait à aucun moment une volonté de donner suite aux revendications des Algériens ou même d'accompagner cette révolution. C'est vrai qu'on a entendu des discours, mais c'était tout à fait, les actes étaient contraires de ce discours. Il est évident que c'est un rapport de force qui est en exercice. S'il n'y avait pas eu le 22 février avec des millions d'Algériens dans les rues, M. Bouteflika serait encore là pour un 5e mandat. Donc personne n'a imaginé un moment que le pouvoir de lui-même avait envie de changer et d'aller vers l'état de droit. Maintenant, à partir du moment où la révolution s'est enclenchée, que les millions d'Algériens étaient sortis, nous avions vu rapidement comment le régime, pour retrouver un semblant de crédit et d'équilibre, a dû mettre des dizaines de personnalités en prison. Et je peux vous assurer que dans les wilayas, surtout là où il y a des activités économiques importantes, ce sont par centaines maintenant que comptent les gens qui sont convoqués à la justice. Ceci, on ne peut pas le nier, c'est un bien pour nous, c'est un déracinement d'un régime totalement corrompu et plus il y a une justice qui vient et personne ne va la refuser. Maintenant, si entre-temps le régime retrouve son équilibre et il trouve une issue pour se perpétuer, il n'hésitera pas une seconde. Donc c'est à l'opposition en général, à la société politique plus globalement, de bien tenir la route, de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas aller vers des dérapages de violence, puisqu'à un moment, il y avait des appels inconsidérés à une forme de désobéissance civile, avec, comme vous le savez, il y a toujours des groupes qui peuvent être manipulés par le pouvoir lui-même pour dégrader un peu l'ambiance. Et cela aurait été une aubaine pour le pouvoir. Mais est-ce que vous pensez aussi, vous parlez de... Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on aurait aimé que vous restiez avec nous toute l'émission, mais vous parlez de violence. Est-ce que vous pensez aussi le discours de Gaïd Saleh qui a été répétitif et là, on parle d'élections alors que le peuple le dit clairement, ça fait plus de 7 mois qu'il ne veut pas d'élections, qu'il veut une vraie période de transition. Est-ce que vous pensez que ces discours sont une forme de violence contre le peuple algérien? Écoutez, le peuple en majorité veut retourner à une vie normale dans le cadre d'un état de droit.
Maintenant, est-ce que pour y arriver, il faut passer par une élection ou une transition? Encore faut-il définir la transition. Ce que yani, reproché un peu à ceux qui défendent une transition, c'est qu'ils ne donnent pas de contenu. Maintenant, en ce qui nous concernait, nous avions proposé de jumeler l'élection présidentielle avec un processus constituant. Cela peut se discuter et personne ne détient la vérité ultime. Mais aller à la présidentielle de façon précipitée, c'est une erreur fondamentale. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, encore une fois. Et donc, aller à des présidentielles à pas forcer, c'est une erreur, car le peuple ne le comprendra pas. Il considérera qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne pour nous imposer un président. Et vous le savez très bien, le peuple l'a refusé le 4 juillet, il la refusera si elle devait se répéter dans les mêmes termes, il n'y a pas de doute. Donc la situation est compliquée, les solutions sont limitées et surtout l'opposition en général n'a pas encore réussi à sortir avec une feuille de route unifiée et cohérente. Donc les problèmes sont à plusieurs étages et dans tout cela, la perte de temps fait perdre des moyens à l'Algérie, son positionnement international et puis surtout au niveau de l'économie, ça commence à devenir catastrophique. Très bien. Je vais vous laisser partir, Sofiane Djilali, très rapidement. Une question. Comment vous pensez, quelle sera la réaction des Algériens face à ce discours de Gaïd Salah et ce défi aussi? Je ne sais pas, on le verra vendredi. Je ne lis pas dans une boule de cristal, mais à mon avis, vendredi prochain, le vendredi 6, il y aura énormément de monde partout à travers le territoire national, parce que les Algériens sont excédés par cette façon de faire. Bien entendu, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi des Algériens qui ont envie d'aller à l'élection présidentielle, peu leur importe le nom du président. Sofiane Djilali, je pense qu'on a perdu encore. Sofiane Djilali, je pense qu'on l'a perdu encore une fois. Malheureusement, beaucoup de soucis avec donc les téléphones en Algérie. Avant de vous donner la parole, Hassan Hiraj, je sais que vous êtes avec moi toute l'émission. Je suis très content. Mais Karim Tabou, on me dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Je vais revenir à Karim Tabou, si vous me le permettez. Karim Tabou, ces discours de Gaïd Salah qui sont vus par beaucoup d'observateurs comme une forme de violence. Est-ce que le régime veut pousser les Algériens à une certaine violence? En tout cas, avant d'aller vers ce détail, moi je pense que depuis le début, ce qui opposait les uns aux autres, c'est qu'il y a l'Aïsaba avec tous ses démembrements qui voulait absolument précipiter, faire les choses dans les plus brefs délais pour que le peuple n'ait pas le temps d'abord de prendre la mesure des dégâts causés à ce pays pendant ces années de gestion mafieuse, mais surtout une transition telle qu'il se gère actuellement, parce que, disons-le clairement, le pouvoir gère une transition, il ne l'annonce pas et il interdit aux autres de proclamer même le mot de transition. Et d'ailleurs, une des pistes sur lesquelles avait travaillé ce panel, entre guillemets, j'ai même entendu des membres de ce panel, des membres importants, nous balancer le concept de président de transition. Posons-nous la question, pourquoi ce régime veut un président de transition, mais il ne veut pas de période de transition? Tout simplement, une période de transition, ce sont des actes qui vont s'accomplir pendant un temps défini, et le peuple aura le temps d'évaluer ces actes, de les valider ou de les refuser. Par contre, quand vous exigez et vous obligez le peuple à aller vers une élection, à pas forcer, et vous savez très bien que le rapport de force sur le terrain, il est favorable au peuple, mais le rapport de force en interne à l'État,
alors que cet État devait appartenir au peuple. Et nous savons très bien que cet État est contre le peuple, c'est un État contre la nation, et il mise beaucoup plus sur les ressorts dont dispose l'Aïsaba au sein de l'administration, dans les collectivités locales, dans le milieu financier, avec les appareils anciens du FLN et du RND, avec le soutien puissant du chef d'état-major. Donc, dans ces contextes-là, ils veulent nous obliger à aller vers une élection qui, dans l'apparence, aura toute l'apparence d'une élection régulière, et on va mettre autant que vous voulez de commissions, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose, ça ne fait pas bouger les lignes quant à la manière et à l'impact qu'a l'administration, l'Aïsaba, le milieu financier mafieux sur les résultats. Donc c'est pour cette raison, je ne suis pas d'accord avec Djilali Sofiane, dommage il n'est pas là pour défendre son point de vue, ça s'est coupé, il n'a pas eu le temps de développer son idée. Je ne pense pas qu'il y a des Algériens qui ne soient pas concernés par l'Aïsaba, qui soient indépendants de l'Aïsaba, qui soient pour les élections présidentielles. Bien au contraire, et les faits sont là, les données sont là, tous ceux qui défendent l'idée d'aller vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais, dans leur écrasante majorité, c'était des gens qui étaient pour le 5e mandat, qui avaient soutenu Bouteflika pendant les 4 mandats, et une partie peut-être qui n'avait pas de position politique parce que ça fonctionne, notamment les hauts cadres de l'administration, qui sont aujourd'hui en train de faire des plateaux sur les télévisions et qui trouvent toutes les justifications pour aller vers les élections. Je peux dire que ce sont les bénéficiaires de la rente et de la Isaba. Très bien. Donc, très clairement, la violence, elle est située à quel niveau? La violence, c'est d'abord une violence politique. Aujourd'hui, le chef d'état-major est en train de prendre des décisions, de gérer le pays en dehors de toute légitimité, en dehors de toute légalité. Le panel de Karim Younes, autant dans sa mise en place, qui était une opération de tricherie incroyable, peut-être ça peut vous paraître un détail, mais c'est très important de le rappeler. Souvenons-nous que le panel, l'acte de naissance, fut entre guillemets, soi-disant, une simple proposition de la société civile. Par la suite, les choses se sont dévoilées. C'est un sénateur du RND qui s'est fait une structure appelée société civile et qui a proposé le panel. Ce panel a été mis en place officiellement par le chef de l'État. Et puis ce panel est investi du droit de faire ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de rallier le plus possible de segments de l'Aïsaba dans la nouvelle démarche. Très bien. Et curieusement, tous les partis de l'Aïsaba, toutes les personnalités faisant partie de l'Aïsaba soutiennent la tenue des élections et soutiennent ce panel. Très bien. Karim Tabou, très rapidement, s'il vous plaît, il ne me reste pas beaucoup de temps pour les autres invités. Je sais que vous allez partir. Comment vous voyez donc la réaction des Algériens? Demain, c'est les étudiants, la 28e semaine. Tous les mardis, ils sortent en force. Vendredi, donc, tous les Algériens qui seront concernés. Comment vous voyez donc la réaction des Algériens face à ce discours de Gaïd Saleh? D'abord, j'appelle les Algériennes et les Algériens à sortir massivement et à s'investir tous les mardis et tous les vendredis. Et je pense qu'avec la rentrée sociale, et moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui alarment un peu. Karim Tabou? On a perdu Karim Tabou. Karim Tabou,
On l'a perdu, on l'a perdu. On l'a perdu, on me dit, définitivement. Sofiane Djilali, Karim Tabou. Il n'a pas pu finir son idée. Je vous ai dit que ça fait un moment qu'on souffre avec les appels, les intervenants depuis l'Algérie. Malheureusement, les réseaux téléphoniques. Monsieur Hassan Hirosh, beaucoup d'Algériens pensent qu'on est dans une vraie période de transition depuis le 22 février et qu'on ne peut plus imposer aux Algériens quoi que ce soit, surtout un président fantoche. Oui, nous sommes dans une période de transition concernant la contestation, concernant l'insurrection, concernant la révolution qui est en train de se passer sous nos yeux, que nous sommes en train de vivre et que le monde entier nous envie et qui regardent et qui prennent exemple et qui ont aussi de l'espoir au-delà des Algériens. Donc la configuration, elle est très simple. Ça vient d'être dite par Karim Tabou avec brio. Nous sommes tout simplement dans une situation où on a arrêté un 5e mandat de Bouteflika et Gaïd Salah est en train de nous faire vivre un 5e mandat. Sans Bouteflika. Sans Bouteflika. Nous sommes dans un 5e mandat sans Boutef, mais avec des bouffons, comme je l'ai dit sur ma page Facebook. Et donc, en fait, ce que nous propose aujourd'hui Gaïd Salah, à travers sa proposition d'élection, c'est tout simplement qu'il nous demande de venir, comme d'habitude, applaudir un nouveau président qu'ils auront préparé. Une nouvelle vitrine. Absolument, comme ça a été le cas depuis 1962. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent, ceux qui encouragent le 5e mandat de Gaïd Salah, à savoir les partis de la coalition encore au gouvernement, eh bien, ce sont ceux-là qui applaudissent toujours les propositions venues des casernes du pays. Donc, cela, évidemment, ne peut pas passer, ne peut plus passer. Le peuple algérien, nous l'avons vu, particulièrement depuis le 22 février, mais pas seulement. Nous avons vu précédemment, y compris du temps donc, de la période de Bouteflika, des milliers de manifestations. Par les médecins, les enseignants, les étudiants, les anciens de l'armée, les anciens de la police, etc., les anciens moudjahid, pratiquement toute la société. Les franges de la société. Voilà, nous avons vu des manifestations un peu partout qui s'élevaient dans le pays. Des journalistes ont même recensé, je crois, 1200 manifestations en 2018. Ce qui, évidemment, est énorme, sans compter les fermetures de mairies, d'APC, les fermetures de daïra, les fermetures de routes, ainsi de suite. Donc, c'est un peuple en insurrection parce que, tout simplement, il ne peut plus accepter ce gouvernement, ce pouvoir de la Saba qui est, encore une fois, dirigé avec des ficelles, avec des manettes derrière le rideau, par l'état-major de l'armée. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, le peuple algérien ne peut pas comprendre que les partis de la Saba, à savoir le FLN, le RND, le TAJ, le MPA, tous leurs chefs sont en prison. Tous leurs chefs doivent passer devant le tribunal, ils vont être jugés. Et leurs partis doivent être jugés. Parce que ces partis-là, ils ont contribué à des détournements, à des emprisonnements, à des éliminations, à des assassinats, à des tortures, etc. Ils ont cautionné le régime en place depuis 1962 et particulièrement les 20 ans de Bouteflika qui a conduit la société algérienne à une société dépressive, à une société de suicide, à une société de haraga, à une société totalement désarticulée. Et aujourd'hui... Gaïd Salah nous sort aujourd'hui, nous parle de Aïssaba, alors que lui-même était nommé par Bouteflika comme vice-ministre de la Défense et qu'il a défendu aussi, il a défendu cet Aïssaba. L'Aïssaba, c'est quoi? C'est tout simplement un groupe d'hommes et quelques femmes
qui sont hors la loi. Non seulement ils sont hors la loi, lors même que ces lois-là sont fabriquées par eux-mêmes, donc même les lois qu'ils votent sont violées par ces hommes au pouvoir. Donc ils violent les lois, ils détournent, ils emprisonnent, ils torturent, ils assassinent, ils éliminent, ils gèrent le pays comme ils gèrent une caserne. C'est quoi d'autre une Aïsaba? Et donc, ce sont les gens qui ont conduit tout simplement l'Algérie à un système prédateur, à un système qui a marginalisé le peuple algérien. Et c'est pour ça que dans les 48 wilayas, un soulèvement total, global, une résurrection qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus acceptable, à partir du moment où le peuple algérien, tous les vendredis, tous les mardis, nous dit Daoula Madaniya, Machar Askariya, eh bien, Gaïd Salah n'a plus le droit à la parole, n'a plus le droit de violer la loi, n'a plus le droit d'utiliser une soi-disant constitution qu'il viole lui-même, et il n'a plus le droit non seulement de marginaliser les institutions, mais de marginaliser la société civile, de marginaliser les partis politiques, les associations, etc., etc. Donc, comment, au moment où il empêche l'alternative démocratique, qui ont d'ailleurs sorti un projet, c'est important que vos téléspectateurs le sachent, il y a un avant-projet de charte citoyenne qui s'appelle « Pour une Algérie libre et démocratique », qu'il va falloir soutenir, parce qu'effectivement, elle préconise un certain nombre de leviers pour sortir de la crise. Donc, au moment où il empêche l'alternative démocratique de se réunir, il empêche l'université de Raj de se tenir. Il emprisonne des jeunes qui portent le drapeau. Il maintient en prison des gens comme Ben Hadid, comme Bourga, comme Robrab, comme Samira Messoussi, etc., etc. En même temps qu'il emprisonne qui il veut, il nous propose des élections. C'est le même système que Erdogan en Turquie. C'est-à-dire il a fomenté une espèce de faux coup d'État pour pouvoir mettre toute l'opposition crédible en prison, tous les journalistes en prison, bâillonner tout le monde, empêcher les citoyens de se prononcer, de s'exprimer, et puis organiser des élections frauduleuses. Très bien. On reviendra en Algérie. Adel Djebbar, clairement, beaucoup d'Algériens pensent qu'on est dans une période de transition depuis le 22 février et que, non déplaise à Gaïd Salah, que personne ne pourra leur imposer un président qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas choisi, et l'Algérie, elle ne sera plus gérée de la même façon. L'Algérie du 21 février est morte et enterrée. L'Algérie du 22 février, celle de la renaissance, du renouveau, de la citoyenneté, est née le 22 février. Elle ne disparaîtra pas. C'est encore un petit bébé qui est en train de grandir. La gériatrie, si elle s'entête encore, on laissera la biologie faire son œuvre. Ce monsieur-là est dans son rôle qu'ont eu ses prédécesseurs depuis 1962. Ils ont toujours élu, ils ont trouvé des pantins serviles à leurs bottes, à leur merci. C'était la façade civile du pouvoir. Eux continuaient à prendre leur méchoui et leur champagne derrière les rideaux. Le 22 février a mis à nu cette véritable, et ça va, le véritable clan de la prédation, c'est l'état-major de l'armée. L'état-major de l'armée a toujours été l'ennemi du peuple. Il n'a jamais accompagné ce peuple. Il n'y a eu que du mépris pour le peuple. Leur manière de se comporter avec nous dans la rue, dans les marchés, à la télé, c'est le mépris total. C'est des gens qui ont privatisé un pays, qui ont confisqué ses puits de pétrole, ses banques, tous ses moyens, toutes ses ressources minières, et puis ils ont fait de la ressource humaine un tas ou un cheptel à leur disposition. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous regardez ce qu'ils ont fait aux Algériens. Il n'y a jamais eu autant d'exilés algériens que depuis les 20 dernières années. Des années dures de sang
et de tueries n'ont pas fait exiler autant d'Algériens que depuis l'avènement de Bouteflika. On parle d'1 million d'Algériens qui auraient quitté l'Algérie. Ils veulent décérébrer ce pays. C'est ça leur objectif. Décérébrer, enlever la matière grise, tout ce qu'ils pensent. Il faut l'expulser, il faut la mettre dehors. Les gens qui n'ont pas eu la chance, je devrais dire la malchance de partir, mais c'est une chance de partir aujourd'hui sous le gouvernant ou sous la gouvernance de ces gens-là. Ils sont marginalisés, ils ne foutent rien. Les gens les plus honnêtes, les plus propres, les plus dignes, c'est des gens qui sont carrément mis sur le carreau. Il n'y a que des bandits. Et la meilleure preuve, c'est la succession interminable des frasques depuis l'avènement de Bouteflika. Le pétrole qui est vendu, les ressources minières, les trucs d'or, les banques, les détournements, c'est inimaginable. Ce monsieur-là, à couvert, c'était le bras armé de la SABA de Bouteflika depuis 2004 qu'il accompagne. Le tyran, le despote, c'est de la haute trahison. Je ne comprends pas. J'essaie de réfléchir pourquoi nous avons buté contre un mur en béton à cause de ces gens-là. Et j'ai compris une chose, c'est que ces gens-là n'ont aucun amour pour l'Algérie, ils n'ont que du mépris pour son peuple. Adel Jabbar, on est face à une situation qui est extraordinaire et vous savez très bien qu'il n'y a pas que l'intérieur, il y a aussi l'extérieur. Comment vous voyez le rôle des pays occidentaux, surtout les pays puissants qui peuvent avoir une influence sur l'Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un feu vert par rapport à la feuille de route de Gaïd Salah contre cette volonté populaire? Mis à part les gens qui sont en train de le manipuler directement, c'est-à-dire l'émirat, la boîte d'allumettes qui s'appelle l'émirat des Émirats, de Saoudia, qui sont connus sur lesquels il ne faudrait pas discuter du tout, les puissances occidentales sont en train d'afficher une espèce de neutralité très hypocrite. Ce qui les intéresse, ce n'est pas l'amour qu'ils ont pour Gaïd Salah ou pour les gens qui l'ont précédé ou pour les gens qui vont venir. Les puissances occidentales sont... Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts à préserver. Tant et aussi longtemps que leurs intérêts sont garantis par Gaïd Salah ou par quelqu'un d'autre, par le dernier des adjudants, ils sont là. Mais aussi vite que le vent souffle à gauche ou à droite, ils vont prendre la direction du vent. Ce qui les intéresse, c'est de préserver leur carré de verdure. C'est des prédateurs, mais qui sont très intelligents, pas comme les nôtres. Eux, c'est des loups qui préservent le petit carré où la proie va venir brouter pour pouvoir encore équilibrer le monde animal. Mais ils n'interviendront jamais de façon directe pour dire nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Bon, on a vu des déclarations de ministres des Affaires étrangères dire nous comprenons le peuple algérien, etc., sauf que nous réservons le droit de la neutralité. Bon, mais ce qui est important à soulever, c'est qu'une armée, quelle que soit l'armée, dans n'importe quel pays au monde, elle ne vaut rien sans un peuple. La plus grande armée d'un pays, c'est son peuple. Et c'est ce peuple-là qui protégera sa révolution, son pays, ses intérêts et le futur de ses enfants. Le futur immédiat est assombri par la prédation de ces gens-là, par le jbonfoutisme de ce monsieur-là, qui ne comprend absolument rien dans les enjeux aussi bien nationaux qu'internationaux. Il n'a aucune notion d'économie, il ne sait même pas combien coûte une baguette de pain parce qu'il n'a jamais payé. Très bien. Malgré le fait que c'est lui qui vend des baguettes de pain aux casernes de l'armée. Mais la question qui reste à savoir, c'est que notre peuple, nous-mêmes, tous, aussi bien à l'étranger qu'en Algérie, nous devons rester déterminés. Si cette révolution s'essouffle, on est parti pour 2 siècles de ténèbres et de dictature. Il faudrait qu'on puisse garder le cap pour arracher notre liberté, notre indépendance et notre citoyenneté. Reste avec nous, Adel Jabbar. C'est eux qui partiront. C'est eux qui partiront. Adel Jabbar, restez avec nous. Hassan Hirosh, est-ce que vous pensez donc ces sorties répétitives de Gaïd Salah est une forme de panique au sommet de ce système?
Oui, il y a un peu de cela. En fait, il faut observer la manière dont il s'y prend. C'est-à-dire à chaque fois, il change de localité, il parle à partir des régions militaires. Donc il y va à la fois pour quémander le soutien du chef de la région militaire et des officiers en place, et à la fois aussi pour les contrôler, pour savoir s'ils sont toujours de son côté ou pas. Parce que, bon, je suppose qu'il y a quand même des gens qui... Des officiers qui sont peut-être contre sa feuille de route. Il y a des officiers certainement contre sa feuille de route, comme il y a des officiers aussi qui soutiennent la Sabah depuis 1962 à ce jour. Parce que le problème, le véritable verrou qui empêche la démocratisation du pays, c'est l'état-major, depuis celui du Maroc, d'Oujda, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, le peuple algérien a 3 jokers, 3 armes absolument magnifiques et qu'il peut utiliser à chaque fois. La première arme, c'est le vendredi. Plus il y a d'Algériens dans la rue, plus l'état-major sera obligé de céder. La deuxième arme, c'est les étudiants. Mardi, plus la jeunesse algérienne montre qu'elle est attachée à son devenir, qu'elle est attachée à son pays, qu'elle veut un pays démocratique pour son avenir, ben, ça fait trembler l'état-major. Et troisième arme dont dispose le peuple algérien, c'est l'empêchement des élections. Il y aura la prochaine élection que prévoit aujourd'hui et tout ça dans la Silmia. Absolument. La prochaine élection qui est en train de concocter Gaïd Salah et Karim Younes, eh bien, cette élection-là, elle n'aura pas lieu. Le peuple algérien décidera évidemment qu'elle n'aura pas lieu. Il va faire comme si c'était le 4 juillet. Il interviendra dans la rue pacifiquement, comme vous êtes en train de le dire, et il n'y aura pas cette élection-là. Donc ces 3 armes-là, eh ben, elles dépassent largement tous les corps d'armée dont dispose Gaïd Salah aujourd'hui, qui lui permettent d'usurper le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, Gaïd Salah, il parle au nom de qui? Il parle au nom de la loi, ce n'est pas le cas. Il parle au nom du peuple, ce n'est pas le cas. Il parle au nom des institutions, ce n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, le peuple algérien n'est pas dupe. Quant à la question que vous aviez posée il y a un instant à notre ami du Canada, évidemment, il faut en tenir compte. À partir du moment où ce n'est pas la Russie, où ce n'est pas l'Iran, où ce n'est pas la Chine, les pays occidentaux ne réagissent pas comme ils pourraient réagir. Le carteron de pays qui se dit communauté internationale ne réagissent que s'il s'agit de ces 3 pays-là. Par contre, pour l'Algérie, pour l'Égypte, pour un certain nombre de pays, évidemment, ils préfèrent avoir une attitude de wait and see. Et comme ça a été dit... Et peut-être aussi une attitude dans les coulisses qu'on n'entend pas... Oui, très certainement. Vous savez, malheureusement, on sait très bien que pendant toute la période précédente, comme disait notre ami Adel Jabbar, toute la période jusqu'au 21 février, ben, les membres de l'état-major, évidemment, constituaient un pouvoir multicéphale et avaient des relations, certains avec l'Arabie saoudite, d'autres avec la Turquie, d'autres avec la France, d'autres avec la Russie, d'autres avec la Chine, etc. Donc c'était en quelque sorte des représentants de ces puissances-là. Mais à partir du 22 février, ces puissances constatent que de toute façon... on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté populaire. Oui, leurs protégés n'ont aucune légitimité populaire. Et donc aujourd'hui, c'est la construction d'un pays démocratique, d'une Algérie enfin indépendante, qui sera un vrai partenaire de ces puissances-là. Parce qu'on pourra négocier d'égal à égal. On pourra continuer, évidemment, à sauvegarder les intérêts de ces puissances-là, mais
à une condition que ça n'aille pas dans les intérêts des Algériens, du peuple algérien, en matière économique, en matière politique, en matière éducative, etc., etc. C'est-à-dire tous les domaines que Gaïd Salah nous empêche de mettre sur la table aujourd'hui pour faire marcher l'Algérie. Il est en train de bloquer le processus pour qu'on ne parle pas des véritables problèmes, parce que l'Algérie est en danger. Mais elle est en danger à cause du comportement de l'état-major. Très bien. Adel Jabbar, je vous donne la parole très rapidement. Vous avez 1 minute 30, 2 minutes pour votre intervention avant la fin de cette émission. Adel Jabbar, on est face à un rapport de force. La rue, d'un côté, ça fait plus de 28 semaines. Le vendredi prochain, c'est la 29e semaine. Et demain, les étudiants, 28e semaine, qui le disent très fort, qu'ils veulent tourner cette page et ils veulent construire une Algérie nouvelle. Et de l'autre côté, donc, c'est sorti de Gaïd Salah, de l'état-major, qui s'entête et qui veut faire passer ou qui veut faire périner ce système. Comment vous voyez les semaines à venir? Je fais partie des Algéro-optimistes. Depuis le 22 février, je ne changerai pas. Je tiens, je pense, comme disent les joueurs de baseball, le bon bout du bâton. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce régime, qui est un régime réellement antinational, nous a appris 3 choses. Le mensonge, le vol et la prédation. L'ABC du mensonge est une trahison. Ils nous ont toujours trahis, nous ont raconté des histoires. La génération de nos parents a souffert, notre génération a souffert. La génération qui est venue juste après a souffert, celle de 88 a souffert. Celle de 2019 est une autre génération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert mémoriel de la douleur. Ces jeunes-là qu'on voyait dans les stades sortir des chants, des lyres, des slogans d'une force politique inouïe que les partis politiques dits d'opposition n'ont pas pu faire. Moi, je n'aime pas trop le terme de la rue. Je le trouve un peu péjoratif. Je parle du peuple qui investit sa rue. Parce qu'il est souverain, il est chez lui, il n'a pas besoin d'un ordre pour dire sortez ou rentrez chez vous. Comment je vois les choses? Les choses sont pour moi très simples. Le rapport de force est en faveur du peuple souverain qui veut reconquérir sa citoyenneté, sa souveraineté et surtout son pays et un peu plus son armée, parce que cette armée-là a été privatisée par des gens qui ne s'en prennent pas au service du pays et au peuple. Ils sont au service d'un état-major qui défie le peuple, qui est en train de vouloir négocier, protéger son devenir et son avenir. Il ne veut pas protéger ce pays-là. Je terminerai peut-être par dire que il ne faut pas qu'on soit inquiété par les discours creux, caverneux de Gaïd Salah. Moi, honnêtement, je ne l'écoute même pas. Parce que je n'apprends rien, je sais que ce n'est pas lui qui écrit. Moi, je lui demanderai de sortir à la télé devant tous les Algériens. Mais c'est très important, Adel Jabbar, parce que ça démontre aussi cette intention du système qui veut être là et qui ne veut pas changer, qui veut être à l'encontre, au contraire, de la volonté populaire. Ce système ne changera pas. Il ne changera pas de lui-même, il changera par la force. Quand je dis la force, une force pacifique. Ce qui a ruiné cette dictature, qui a le monopole de la violence, c'est que les Algériens ont appris leur leçon de 92 pour dire plus jamais de violence. La non-violence est une arme de destruction massive. Quand il y a 20, 30 millions d'Algériens qui sortent avec des fleurs, qui sortent avec des banderoles pour dire « Silmiya, Silmiya », on parle de paix, de paix, de paix. Vous ne pouvez pas opposer votre mitraillette pour tirer, comme l'a fait un criminel en 88, en tirant sur la poitrine de jeunes de 18 ans qui avaient des poitrines et des mains nues. Moi, je terminerai pour dire à ce monsieur-là, pour que nos frères algériens ne soient pas choqués par ce qu'il disait ce matin, parce que ce n'est pas une révélation, c'est un non-événement. Il déblatère, il va continuer à déblatérer, c'est tout ce qu'il sait faire. Sauf qu'il sait qu'il n'a absolument aucune chance. Merci. La jeunesse d'aujourd'hui est une... Je termine de oui, allez-y, très rapidement, Adel Jabbar. Très rapidement.
Moi, je vais citer un proverbe chinois qui dit « Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de mauvais augure de survoler votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de nicher dans vos cheveux. » Nous allons empêcher ce monsieur-là de nicher ses élections dans Merci. notre... Il n'aura pas nos voix, ça c'est clair. Merci à Adel Jabbar. Merci beaucoup. Adel Jabbar qui était avec nous, observateur politique. Dernier mot, Hassan Hirosh, il ne me reste pas beaucoup de temps. Comment vous voyez donc les semaines à venir, la réponse des Algériens, demain les étudiants, vendredi prochain donc dans toute l'Algérie, face à ce régime qui ne veut pas écouter la volonté populaire? Moi, j'ai confiance dans mon peuple. Je connais mon peuple, j'en fais partie. Je suis moi-même dans les manifestations tous les dimanches à la place de la République. Je sais que ce mardi pour les étudiants et vendredi pour le peuple algérien, massivement, ils répondront au général-major qui, évidemment, parle au nom de l'état-major. Et donc, quand il nous dit dans son discours qu'il veut préserver les constantes nationales, les constantes nationales dont parle Gaïd Salah, c'est lesquelles? C'est la fraude électorale, c'est le détournement de biens publics par milliards en devises, c'est l'instrumentalisation de la justice et c'est le pouvoir de l'état-major. Voilà les constantes nationales que veut reproduire Gaïd Salah. Et le peuple algérien a démontré qu'il n'en veut plus. Il veut Daoula Madaniya, Machir Askaria. Et je sais, et tout le monde sait, que le peuple algérien n'a pas peur. Le peuple algérien est courageux. Le peuple algérien sortira dans la rue, quelles que soient les menaces de ceux qui ont une quincaillerie sur les épaules et sur la poitrine, une quincaillerie qui a été acquise très souvent de façon illégitime. Merci, merci Hassan Hirosh. Merci à Sofiane Djilali qui était avec nous. Merci à Karim Tabou et merci à Adel Jabbar depuis le Canada. Merci à vous aussi. Al-Hadath suivra cette émission et Jamal Din Ben Chenouf sera de retour demain, Inch'Allah,